Bonsoir une fois encore à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Laetitia et je serai donc la modératrice tout au long de la soirée. Je vous souhaite la bienvenue à Soirée Conservation depuis l'Afrique du Sud, au pied de la chaîne des montagnes du Drakensberg. Soirée Conservation, c'est donc un événement organisé toutes les 2 semaines par Share Screen Afrique pour qui je travaille. Merci Laetitia. Le temps que je partage mon écran, j'aimerais vous dire merci en tout cas pour l'opportunité que vous m'offrez de partager un peu mon expérience avec cette audience qui vient de plusieurs régions de l'Afrique. Et donc, je propose de vous entretenir sur ce thème, l'importance des aires protégées pour le développement des pays africains. Avant de développer, j'aimerais partir de cette pensée qui dit que rien de grand ne peut se faire sans passion. Ma passion à moi, c'est la primatologie, c'est la conservation de la biodiversité. Cette passion tire son origine de mon enfance parce que lorsque j'avais 8 ans, j'ai eu l'occasion d'aller passer des vacances en famille dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans un petit village. Et à cette occasion, le petit garçon très introverti que j'étais s'est attaché d'amitié avec deux petits babouins qui étaient en captivité dans le village où nous étions. Et donc, à la fin des vacances, j'étais tellement triste de la quitter que mon père a décidé de m'offrir un de ses babouins, d'apporter donc un de ses babouins avec nous, à ma grande joie, bien entendu. Et nous étions donc les meilleurs amis du monde. Et avec ce jeune babouin, j'ai m'éclatais comme on ne m'a jamais vu le faire auparavant. Cependant, ce petit babouin, en grandissant, a commencé à devenir agressif. Tellement agressif que les adultes n'ont pas eu d'autre choix que de l'abattre. Et ils l'ont abattu sous mes yeux. Ça a été un traumatisme pour moi pendant des jours. Et à cette occasion, mon père m'a dit qu'il savait malheureusement que les choses finiraient de cette façon. Il avait tenu à me faire plaisir, mais ces animaux sauvages ne peuvent être à l'aise que dans la nature. J'ai grandi donc avec cela en tête, et plus tard, quand j'ai eu l'occasion de passer mon diplôme d'études approfondies, à l'époque, ça s'appelait le DEA, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence du professeur Ronald Noé à l'université Nangui à Bourgoin. Et cette conférence portait sur le comportement des singes en milieu naturel. En ayant participé à cette conférence, j'ai compris ce jour-là ce qui nous avait échappé lorsque j'étais enfant. Ce qui nous avait échappé au point de penser qu'un petit animal sauvage pouvait devenir le meilleur ami d'un petit garçon. Et ce jour-là, j'ai décidé que c'est ce que je voulais faire, comprendre le comportement des animaux pour mieux les défendre. En particulier, comprendre le comportement des primates pour mieux les défendre. Et quelques années plus tard, j'intègre donc le projet Singe de Taï et je deviens le tout premier primatologue de la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion, au cours de ma thèse, de faire une étude parallèle sur la filière Brousse, autour du parc national de Taï. Et au cours de cette étude, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de dire aux gens d'arrêter de tuer les animaux, d'arrêter de défricher la forêt, etc. Parce que ces gens vivent des réalités. Ces gens ont des connaissances assez approfondies parfois. Ces gens ont des aspirations. Il faut donc comprendre le pourquoi des gens et ne pas les juger. Et donc, il faut pouvoir répondre à leurs questions. Pourquoi vous voulez qu'on protège des singes? Pourquoi vous voulez qu'on protège la forêt? Et on a entendu ce genre de questions au fil du temps. La conservation des aires protégées coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et parfois, on se demande, mais qu'est-ce que ça apporte aux pays africains? Alors, très vite, je me suis orienté vers des études à connotation économique parce qu'il fallait apprendre à parler aux gens le langage qu'ils comprennent le mieux, c'est-à-dire le langage économique. Et donc, je me suis intéressé à la valeur économique de la conservation des primates, à la valeur économique de la conservation des écosystèmes, la valeur économique de la conservation des aires protégées.
Je vous propose donc de développer cela en 5 points. J'ai fait une petite introduction, suivi d'un point sur l'état des lieux de la biodiversité en Afrique. Pourquoi ce thème est particulièrement important pour nous, Africains. Ensuite, je parlerai de l'importance des aires protégées pour le bien-être et le développement. J'enchaînerai avec les défis à ce niveau-là et les besoins de changement de paradigme avant de conclure. Donc, en introduction, c'est bien connu que les aires protégées, c'est le pilier de la conservation. Quand on veut protéger la biodiversité en général, on va créer des aires protégées, des parcs nationaux ou d'autres types d'aires protégées. Et donc, une bonne partie de la biodiversité mondiale est conservée dans ce qu'on appelle les aires protégées. Et dans le contexte africain, cela est particulièrement remarquable parce que l'Afrique est caractérisée par une richesse écologique exceptionnelle. Elle est caractérisée également par la présence d'écosystèmes uniques. Et donc, on ne va pas déroger à la règle. Le colon ou le colonisateur, pour être plus précis, avait déjà créé pas mal d'aires protégées dans nos différents pays. Mais ces aires protégées ont toujours été perçues comme des espaces servant d'outils d'exclusion des communautés vis-à-vis de l'accès à leurs ressources patrimoniales. Et donc, c'était plus vu comme un héritage colonial. Mais aujourd'hui, fort heureusement, cette perception change de plus en plus. Donc, les aires protégées ne sont plus simplement des zones de protection. De nouveaux usages sont faits, notamment, on va dire, cette coexistence pacifique entre l'humain et l'animal, entre griffes, entre l'humain et son environnement. Et de nouvelles visions émergent de plus en plus. Les aires protégées sont des outils stratégiques qu'on peut utiliser comme levier d'activation du développement durable, en tout cas de la durabilité de nos schémas de développement, des leviers de stabilité socio-économique et des leviers pour améliorer notre image internationale. Les aires protégées sont en plus intégrées dans les politiques publiques de développement national. Cela dit, quel est l'état des lieux de la biodiversité en Afrique? J'ai déjà dit que l'Afrique était caractérisée par une richesse écologique exceptionnelle. Et cela se traduit notamment par le fait qu'en Afrique, on a 8 biodiversity hotspots ou points chauds de la biodiversité. Des espaces qui sont caractérisés par une biodiversité exceptionnelle qui plus est endémique et menacée d'extinction. Et donc, on en a 8 en Afrique sur la quarantaine ou la cinquantaine que nous avons dans le monde entier. L'Afrique est également caractérisée par la présence de 3 pays de méga biodiversité. Dans le monde, il y a un certain nombre de pays de méga biodiversité. Donc, en Afrique, on en a 3. C'est la République démographique du Congo, c'est l'Afrique du Sud et c'est Madagascar. Ces pays ont un niveau exceptionnel de biodiversité largement au-dessus de la moyenne de la plupart des autres pays du monde. L'Afrique est également caractérisée par la présence d'une variété de biomes. On a les déserts, on a différents types de savanes, on a différents types de forêts et différents types d'écosystèmes. Donc, une variété de biomes caractérise notre continent. Cependant, nous sommes en train de perdre cette biodiversité, notamment à travers la perte de nos forêts. Donc, ce graphique présente l'état de la biodiversité, de la perte des forêts dans un certain nombre de pays africains, une trentaine de pays africains, et vous verrez que entre 2000 et 2018, il y a pas mal de pays africains qui ont perdu plus de 10%, donc au-dessus de la ligne rouge, plus de 10% de leur couvert forestier. Certains pays ont même perdu plus de 30% de leur couverture forestière en ce petit laps de temps. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays avec le plus fort taux de déforestation. Donc, les points verts, c'est les aires protégées et les autres points, c'est, on va dire, le domaine rural. Et vous voyez que même dans les aires protégées, nous perdons du couvert forestier en Afrique.
Pour revenir sur le cas particulier de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, c'est un pays qui connaît un des taux de déforestation les plus élevés dans le monde. Depuis notre indépendance en 1960, nous avons perdu 67, plus de 67% de notre couvert forestier. Donc, entre 1990 et 2000, c'était 480 000 hectares qu'on perdait chaque année. En 2000 et 2015, on a perdu 95 000 hectares chaque année. On pourrait avoir l'impression qu'il y a peut-être là un effet de conscientisation, voire, on va dire, une baisse du rythme de déforestation. Mais cette baisse-là est en réalité liée au fait qu'il ne reste de plus en plus rien à protéger ou de plus en plus rien à dégrader. Quant à la fragmentation forestière, elle est généralisée dans tout le pays. Quand vous regardez sur le graphique qui est en haut, il y avait des continuums de forêts. Donc, sur des dizaines de kilomètres, vous pouvez voir des forêts à gauche et à droite quand vous voyagez. Mais aujourd'hui, vous ne voyez que des fragments de forêts dans tout le pays. Donc, c'est rare de longer un continuum de forêts quand on voyage à travers la Côte d'Ivoire. Les causes de cette déforestation, elles sont pratiquement les mêmes dans les pays africains et elles ont été décrites par une étude qui a été faite par le Bennett en 2016 qui a catégorisé les facteurs directs, donc notamment l'expansion agricole qui compte pour 62% de la déforestation en Côte d'Ivoire, suivi de près par l'exploitation forestière qui compte pour 18% de la déforestation en Côte d'Ivoire, suivi par l'extension des infrastructures qui compte pour 10% et de l'exploitation minière qui compte pour 8% de la déforestation et il y a aussi les feux de brousse. Quant aux facteurs indirects, les causes sous-jacentes de la déforestation, c'est principalement, donc on va lire de la droite vers la gauche, c'est les facteurs économiques, c'est également les facteurs politiques et institutionnels, notamment les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, qui ont été source de déforestation dans certains aires protégées, les facteurs démographiques, notamment la croissance démographique et les forts taux de migration. Il y a plusieurs régions en Côte d'Ivoire qui sont des régions de très forte migration. Et puis les facteurs technologiques, parce que la fertilité des sols, on va dire, est faible, relativement faible, et ça amène les gens à pratiquer l'agriculture itinérante qui est très demandeuse d'espace, donc qui est une source de déforestation. La déforestation s'est accompagnée grâce ou à cause du braconnage qui y est associé. Donc, cette déforestation s'est accompagnée par une raréfaction de la faune sauvage dans tout le pays. Et c'est valable pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voire en Afrique, on a perdu près de 90% de la population de lions depuis le début du XXe siècle. Concernant les hippopotames pygmées, on en avait plus de 20 000 en Côte d'Ivoire au début des années 80-90. Aujourd'hui, on n'en compte pas plus de 3 000. Donc, pour les plus optimistes, ils parleront de 4 000 individus qui restent. Et ça, ces individus sont confinés dans quelques aires protégées, comme le parc national de Taï et une ou deux autres forêts, sur la côtière. Il faut savoir que l'hippopotame pygmée, c'est une espèce qui est endémique à 4 pays en Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et j'ai cité la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et dans chacun de ces pays, vous n'avez pas plus de 100 individus. En Côte d'Ivoire, on a encore des milliers d'individus. Donc, c'est dire qu'il faut protéger, il faut préserver ce patrimoine. Notre emblème national, on trouvait les éléphants partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Aujourd'hui, on les compte seulement dans quelques aires protégées et seulement dans quelques régions de la Côte d'Ivoire. Au niveau des primates, nous avons perdu beaucoup d'espèces, notamment près de 90% de la population de chimpanzés en moins de 10 ans en Côte d'Ivoire. Et d'autres espèces sont en train d'être exterminées. C'est le cas du colombe rouge de Miss Waldron que vous voyez sur cette photo. Ce singe n'a jamais été observé par un scientifique dans la nature depuis 1978. C'est la dernière fois qu'un scientifique a vu ces singes dans la nature et c'était dans une forêt
dans le sud-ouest du Ghana, donc proche de la frontière ivoirienne. Et donc, des chercheurs avant nous avaient cherché à mettre à jour le statut de conservation de ces singes et sa distribution et étaient sceptiques quand des braconniers leur disaient il y en a encore dans telle forêt ou pas. Et donc, un de ces braconniers s'est senti frustré par le fait qu'on mette sa parole en doute. Il a décidé d'abattre un de ces singes pour montrer que le singe existe encore dans la forêt des marais Tanoué et c'était dans les années 2000. Et ça a ravivé l'espoir de redécouvrir ces singes. Et depuis lors, nous le recherchons. Parlons maintenant de l'importance des aires protégées pour le bien-être et le développement en Afrique. Pour cette section, je vais m'inspirer de plusieurs sources, notamment une étude qui a été faite sur les actifs naturels protégés de l'Afrique, donc la valeur économique des aires protégées en Afrique. Donc cette étude a compilé plusieurs études qui ont été faites dans différents pays, notamment en Côte d'Ivoire. Donc la deuxième étude qui est au milieu, c'est une étude que nous avons faite sur la valeur des services écosystémiques dans le parc national des Tailles. Et à l'extrême gauche, une étude que nous avons faite sur les valeurs multiples du parc national du Banco, où j'ai passé la matinée avec un certain nombre d'autorités qui sont en ligne. Donc, je salue le colonel Amon, le colonel Bakayoko, que j'ai vu se connecter. On était ensemble toute la journée ce matin dans la forêt du Banco et c'est là-bas directement que je suis venu pour cette présentation. J'ai même pas eu le temps de prendre une douche, c'est pour ça que je suis habillé comme je suis. Voilà. Ces études ont été compilées dans le truc plus global de Green Value sur les actifs naturels protégés de l'Afrique et les résultats que je vais présenter seront donc une synthèse de ce qui a été présenté dans chacun de ces résultats. J'ai abordé une notion, la notion de services écosystémiques. Qu'est-ce que cela représente? Les services écosystémiques, c'est l'ensemble des bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes, c'est-à-dire des forêts, des savanes, des sols, des rivières, des prairies, etc. Donc, bénéfices qu'on tire de ces écosystèmes directement ou indirectement. Il y a 4 catégories de services écosystémiques. La première catégorie, c'est les services d'approvisionnement. Donc, la nourriture, par exemple, les poissons qu'on va prélever dans les écosystèmes naturels ou, on va dire, les plantes alimentaires qu'on va prélever dans les forêts, etc. C'est des services d'approvisionnement. Ce qu'on va utiliser comme fibres ou molécules pour fabriquer des médicaments, c'est des services d'approvisionnement. Et il faut savoir que 40% de l'économie mondiale repose aujourd'hui sur l'utilisation de ces services écosystémiques. La deuxième catégorie, c'est les services de régulation. Donc la pluviométrie, l'évitement des catastrophes écologiques, etc. C'est des services que les aires protégées nous rendent, que les écosystèmes nous rendent. Le phénomène de pollinisation aussi. Donc, si vous êtes cultivateur de papayers ou on va dire, de palmiers à huile, par exemple, vous savez que ce rôle de pollinisation est extrêmement important pour vous. Et donc, sans les forêts, ce rôle de pollinisation va décroître et le rendement de vos plantations va décroître également. La troisième catégorie de services, c'est les services culturels qu'on va utiliser pour le tourisme, pour aussi la science, les loisirs, etc. Et puis la quatrième catégorie, c'est les services de support qui soutiennent l'ensemble des 3 autres catégories que j'ai présentées tout à l'heure. J'ai commencé à mentionner déjà les implications économiques des services écosystémiques. Et là, oui, c'est clair que de nombreuses activités économiques reposent directement sur les écosystèmes. L'agriculture dépend fortement du phénomène de pollinisation, dépend fortement du phénomène de fertilité des sols. Et là, c'est les forêts, c'est les animaux qui vont jouer ces rôles extrêmement importants, notamment les abeilles pour ce qui est de la pollinisation, en utilisant bien sûr les plantes à fleurs. La pêche défend beaucoup de ces services écosystémiques, notamment les services d'approvisionnement des stocks de poissons ou d'autres animaux qu'on peut trouver dans le cours d'eau. Le tourisme dépend beaucoup de la qualité des paysages et l'industrie utilise beaucoup d'eau et de matières premières qui elles-mêmes dépendent de ces écosystèmes. Le problème, c'est que ces services-là, ils sont gratuits. Si on devrait payer la nature pour les services qu'elle nous rend, ça va nous coûter des milliards de dollars chaque année.
mais il n'y a pas de marché pour ces services. Ils sont considérés comme des biens communs. Et donc, personne ne se sent la responsabilité de les préserver. Et c'est pour ça que nous observons toutes ces pertes de biodiversité, toutes ces pertes de quantité et de qualité des services écosystémiques. Près de 60% des services écosystémiques sont aujourd'hui en péril. Les aires protégées en Afrique permettent de rectifier un tant soit peu le tir. Les aires protégées en Afrique couvrent près de 2 millions de kilomètres carrés et renferment des forêts, des savanes, des zones humides, des aires marines, etc. Ces aires protégées nous rendent un certain nombre de services qui ont été documentés dans les rapports que vous avez présentés plus haut, à commencer par le service de sécurité hydrique. Donc, il faut savoir que 400 millions de personnes sont en insécurité hydrique en Afrique, ce qui représente 30% de la population africaine. Mais les aires protégées vont permettre de corriger cette insécurité hydrique ou contribuer significativement à la sécurité hydrique par le fait, par exemple, que l'eau qui est reçue dans 40 des 50 plus grands réservoirs d'eau d'Afrique provient en grande partie des aires protégées, ce qui est bénéfique pour l'agriculture, bénéfique pour la production énergétique, bénéfique pour la croissance économique. Concernant la pêche et la sécurité alimentaire, la pêche compte pour 1,3% du PIB africain et joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire. Mais cette pêche est elle-même dépendante de nos écosystèmes, de la qualité des aires marines protégées, de la qualité des forêts avoisinantes, etc. Et donc, vous allez voir que les grands pays, on va dire, qui pratiquent la pêche vont exploiter les bassins versants protégés ou les aires marines protégées pour avoir leur meilleur rendement. Concernant l'énergie et l'eau, donc on dépend essentiellement de l'hydroélectricité en Afrique. Donc 19 pays africains dépendent pour plus de 50% de l'hydroélectricité pour leur production totale d'électricité. Et donc 8 des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique dépendent des bassins versants qui sont protégés par les aires protégées. Et je me répète, mais c'est dire que ces aires protégées contribuent fortement à l'approvisionnement en eau pour notre sécurité énergétique. Et on va remarquer que les aires protégées vont permettre de réduire la sédimentation, ce qui va permettre de réduire les coûts d'exploitation de certains barrages à plus de 80%. C'est le cas au Nigeria, ça a été documenté dans le livre que j'ai présenté. Concernant l'agriculture durable, on va s'installer au niveau des terres agricoles proches des aires protégées pour bénéficier de ces services de pollinisation naturelle, pour bénéficier des services de régulation climatique. Donc, c'est bien connu en Côte d'Ivoire, la boucle du cacao s'est déplacée du centre de la Côte d'Ivoire vers le sud-ouest. Parce que dans le sud-ouest, on a le partenariat de Taï, le plus grand massif forestier sous protection en Afrique de l'Ouest. Et c'est là que la plus grande partie de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire s'est faite. Donc, on reconnaît l'importance du parc national de Taï pour la production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Concernant le tourisme de nature, 88% pardon, du total de nos recettes touristiques en Afrique proviennent du tourisme de nature, c'est-à-dire les plages, les forêts, etc. Et les parcs nationaux attirent des millions de visiteurs chaque année et créent des millions d'emplois également. Donc, dans certains parcs nationaux, il faut s'inscrire très longtemps à l'avance si vous voulez voir des gorilles, si vous voulez pouvoir traquer des gorilles, et il faut payer des fortunes pour le faire. Les protéger contribue à notre santé et à notre bien-être. Donc, l'étude que nous avons faite sur le parc national du Banco, qui se trouve en plein milieu d'Abidjan, a révélé que ces parcs-là permettent de réduire la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur dans les quartiers qui sont proches de lui, qui sont aux alentours de ces parcs. Ces parcs contribuent à approvisionner la ville d'Abidjan, donc je reviendrai là-dessus, en eau potable. Et ces parcs vont contribuer à absorber une grande quantité de polluants euh, fournis par la zone industrielle qui n'est pas loin de là et par l'autoroute du Nord qui est
parcouru par plusieurs véhicules chaque jour. Si ces parcs n'étaient pas là pour absorber tous ces polluants, donc les maladies respiratoires seraient, on va dire, très prévalentes en Côte d'Ivoire. Les parcs nationaux jouent un rôle de bouclier naturel. On l'a démontré également pour le parc national du Banco, pour la ville d'Abidjan. Donc, pour ceux qui connaissent Abidjan, il y a quelques années, dans la partie vers l'Indénié, il y avait toujours des inondations. Parce que de grandes quantités d'eau provenant de la partie nord d'Abidjan se retrouvaient là. Il n'y avait pas ce phénomène d'infiltration par le parc. Et plus en amont, il y avait la forêt classée d'Anguédidou qui avait été déclassée. Et c'est lors de ce déclassement qu'on a observé pour la première fois une inondation sur l'autoroute du Nord. Donc on s'est dit, si le parc national du Banco devrait disparaître, ce serait encore plus catastrophique. Donc toute la moitié sud d'Abidjan connaîtrait des inondations chaque année. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a 54 millions de personnes qui sont exposées à des catastrophes écologiques. Et 11 millions parmi ces 54 millions bénéficient de la protection des mangroves, de la protection des aires protégées. Concernant l'aspect ville durable, donc là vous avez des gens en randonnée dans la forêt du Banco. Donc les aires protégées contribuent à la durabilité, à la qualité de la vie dans nos villes, nos grandes villes. Donc, je disais tout à l'heure que le parc national du Banco permet d'approvisionner 2 tiers de la population d'Abidjan en eau potable. Et ça, c'est pas rien. Il sert en outre à assurer une certaine fraîcheur dans la ville d'Abidjan et une certaine qualité de l'air dans la ville d'Abidjan. Et il est utilisé pour l'écotourisme, pour le loisir. Et c'est le cas dans près de 1200 villes de plus de 50 000 habitants en Afrique. Les aires protégées contribuent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique planétaire. Elles absorbent en Afrique 14,9 gigatonnes de la biomasse ligneuse et 46 gigatonnes dans les sols. C'est énorme comme contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Au-delà de tous ces services écosystémiques, les aires protégées permettent le rayonnement de nos pays africains à travers le respect de certains engagements internationaux, comme la Convention sur la diversité biologique. Si vous voulez protéger la biodiversité, vous le faites en général dans les aires protégées. À travers des schémas de durabilité, on va dire, du développement, et donc les engagements qui sont pris au plan international, on va pouvoir les respecter en investissant dans la protection des aires protégées. Et puis, les aires protégées vont aussi permettre de drainer un certain nombre de financements importants, y compris les fonds climat. Les paiements pour services environnementaux peuvent permettre de drainer pas mal de capitaux et les aires protégées attirent la coopération technique. Donc, ce matin, dans la forêt du Banco, on était avec des émissaires de la KfW pour le compte notamment de la GIZ. Et voilà. Donc, les aires protégées attirent, on va dire, la coopération internationale. Dans le cadre des aires protégées transfrontalières, elles vont permettre de développer des synergies entre, on va dire, plusieurs pays, à développer des mécanismes de gestion concertés et à entrer dans une phase de gestion des ressources communes. Donc, c'est le cas des aires protégées qui sont partagées en plusieurs pays. Les aires protégées contribuent, on va dire, au concept de paix et sécurité régionale. Donc, c'est le cas des aires protégées qui sont proches, qui sont, on va dire, proches d'autres pays, en ce sens qu'elles vont permettre de lutter contre le braconnage. Elles vont permettre aussi de lutter contre les conflits. Donc, ça peut être des conflits liés aux ressources naturelles ou des conflits entre éleveurs et paysans, par exemple. Donc, quand vous avez des aires protégées, vous avez, on va dire, une plateforme de négociation, une plateforme multi-acteurs où on peut éviter ou gérer ces genres de conflits et contribuer enfin à la diplomatie environnementale, donc à travers le dialogue entre États et à travers des projets communs autour d'intérêts partagés. Cela dit, est-ce que tout le monde le comprend aussi facilement? Non, malheureusement,
Il se trouve que nos aires protégées sont sous-valorisées dans nos politiques publiques. Donc ce matin, j'étais dans un petit débat. Quand on va aux négociations climat, on a tendance à privilégier les discours du genre, vous, les pays du Nord, vous vous êtes développés, et vous n'avez plus de forêts. Nous, c'est nous qui avons les forêts aujourd'hui. Vous ne voulez pas que nous nous développions. Donc, il faut que vous payiez pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que s'ils ne payent pas pour ça, on va détruire nos forêts? Ça doit être le contraire. Il faut comprendre que nos forêts, c'est notre richesse principale. Nos forêts, c'est le socle de la durabilité de nos schémas de développement. Et donc, on ne doit pas faire du chantage pour nous aider à protéger notre patrimoine. On doit au contraire tirer tous les bénéfices que j'ai mentionnés plus haut pour l'agriculture, pour la production d'énergie, pour l'alimentation, pour l'industrie pharmaceutique, pour les villes durables. On doit pouvoir tirer le maximum des bénéfices de nos forêts. On doit pouvoir les considérer comme étant nos richesses. Malheureusement, les scénarios de l'IPBES sont en général alarmants. Ces scénarios vont évoquer une perte de la biodiversité, une perte continue de la biodiversité au plan mondial, au plan africain en particulier, et vont se dire que si on perd notre biodiversité en Afrique, ça veut dire qu'on perd notre atout maître pour notre développement. On perd notre atout maître pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et donc, c'est notre bien-être qui sera en déclin. Les autres défis, c'est que, oui, l'Afrique, je crois que la voie dit plus haut, est caractérisée par une démographie galopante qui accentue les pressions sur les ressources naturelles, y compris les aires protégées. L'Afrique est caractérisée aussi par une urbanisation parfois mal contrôlée et tout cela est aggravé par le changement climatique et l'absence de financement important. Est-ce que nous sous-estimons la valeur de nos aires protégées? Est-ce que nous sous-estimons la valeur de notre capital naturel? Les services que les aires protégées nous rendent sont parfois méconnus, sont ignorés, sont invisibles. Et cela biaise nos décisions. Quand vous prenez même un paysan qui dispose d'une terre sur laquelle il y a une forêt, le paysan doit décider s'il convertit cette forêt en plantation de cacaoyers ou s'il la maintient. Mais ce qu'il sait, c'est que s'il transforme la forêt en plantation de cacaoyers, ça va lui rapporter de l'argent. Il ignore ce que la forêt, en étant maintenue intacte, lui apporte. Ça biaise donc ses décisions. Il faut donc que nous changions de paradigme. Et là, la science a son rôle à jouer, à apporter aux gens la connaissance dont ils ont besoin pour ne pas se tromper de décision. La technologie peut permettre d'être plus performant. On utilise des drones, on utilise des moyens vraiment technologiques qui nous permettent, en un temps record, d'avoir une analyse situationnelle et de pouvoir nous projeter même dans les 10, 100 prochaines années, etc. Il faut faire usage de ça pour faire passer le message. Il faut de plus en plus responsabiliser la communauté locale. Il est hors de question d'exclure ces communautés de la préservation de leur patrimoine ancestral, de leur héritage, de leur patrimoine. Parce que ces communautés disposent des savoirs qu'il faut valoriser. En valorisant ces savoirs, on arrive à, on va dire, produire beaucoup plus de connaissances dont on a tous besoin pour prendre les bonnes décisions. Il faut explorer les pistes de finances vertes. Ça donne accès à des financements de, on va dire, grand volume pour avoir plus d'impact. C'est le cas aussi des marchés carbone et c'est le cas des fonds fiduciaires qui sont mis en place dans un certain nombre de pays. Et pour chacun de ces points de changement de paradigme dont je parle, on peut citer des pays africains qui sont réputés champions en la matière. C'est le cas du Gabon, par exemple, pour les marchés de carbone, où ils ont commencé à vendre des crédits carbone. Mais la Côte d'Ivoire aussi commence à vendre des crédits carbone, à structurer son marché carbone. La Côte d'Ivoire dispose d'un fonds fiduciaire à travers la fondation des parcs et réserves. Et cette expérience aussi est dupliquée dans certains autres pays africains, notamment l'Afrique du Sud. Pour conclure, nos aires protégées sont au cœur du développement de notre continent. Nos aires protégées sont le socle de notre économie, sont le socle de notre sécurité alimentaire,
sont le socle de notre santé, du bien-être de nos communautés, sont le socle de notre résilience climatique. Sans écosystème sain, il n'y a pas de développement durable possible. Sans écosystème sain, pas de développement durable possible. Donc les ODD, on ne va les atteindre que si on préserve notre capital naturel. Les aires protégées ne sont donc pas une contrainte. Elles doivent être vues comme un investissement pour un avenir inclusif et résilient. Je vous remercie. Si vous pouvez utiliser vos emojis pour vraiment féliciter prof pour cette grande présentation, on a beaucoup appris. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Sentez-vous libre d'écrire votre question dans le chat box si vous le préférez. Je vais donc après la lire pour vous et prof pourra donc y répondre. Sinon, vous pouvez lever la main aussi et une fois que je vous donne la parole, ouvrez votre micro et posez votre question ou bien si vous avez un commentaire, faites votre commentaire. Monsieur Kouadio, on vous entend? Merci bien, madame. Je voudrais véritablement féliciter le professeur Nzakouné, vraiment lui rendre hommage pour tout ce qu'il a accompli à la tête du Centre suisse de recherche scientifique au moment où son mandat s'achève. Vraiment, je voudrais le féliciter pour avoir pu positionner le centre au niveau où il est actuellement. Cela dit, je voudrais demander Bon, ma question, c'est de savoir comment, en tant qu'un spécialiste primatologue, quelle est la stratégie qu'il peut mettre en place au niveau de la conservation. Quand on parle de finances, la finance verte, par exemple, aujourd'hui, tout le monde est centré sur tout ce qui est séquestration de carbone, alors qu'on sait que tout ce qui est conservation également prend en compte les animaux. Et donc, quelle est la stratégie qu'ils peuvent développer pour donner une dimension écologique à la conservation, de sorte à ce que tous ceux qui sont spécialistes de conservation des animaux également puissent entrer également dans le train de la finance verte. Ça, c'était ma question. Et maintenant, mon observation que je voudrais porter au niveau de l'hippopotame nain, j'ai cru entendre qu'il y a 4 pays dans lesquels on retrouve cette espèce qui, bon, fort heureusement, ces pays sont des pays frontaliers. Donc, comment on entend développer, par exemple, des complexes forestiers avec des pouvoirs écologiques pour permettre une meilleure conservation de cette espèce-là? Merci. Voilà. Oui, merci pour les compliments et merci pour les questions aussi. Concernant la finance verte, comment, on va dire, des zoologues peuvent en profiter? Il faut faire preuve d'imagination parce que, effectivement, si vous voulez faire de l'impact, il vous faut mobiliser des grands fonds. Et pour mobiliser des grands fonds, parfois, les espèces que vous aimez bien ne suffisent pas parce que les opportunités pour les protéger ne sont pas si énormes que les opportunités qu'on peut avoir quand on parle de lutte contre le changement climatique, comme les opportunités qu'on peut avoir quand on parle de lutte contre les zoonoses, etc. Et donc, nous, on essaie de faire le lien entre ce qu'on fait et ces problématiques. Donc, le lien entre la préservation de la faune et la lutte contre le changement climatique se fait naturellement à travers la préservation des forêts. Si vous pouvez démontrer que les animaux sont les jardiniers de la forêt, c'est-à-dire ceux grâce à qui la régénération de la forêt est possible, et donc, in fine, ceux grâce à qui la séquestration du carbone est possible, vous pouvez bénéficier de fonds carbone, vous pouvez bénéficier des fonds verts et des finances vertes de cette façon-là. C'est la même chose qu'il faut utiliser en utilisant le concept One Health, qui est à la mode, qui peut drainer des opportunités de financement. Et donc, oui, nous sommes tous à fond dans le One Health. La santé de l'environnement, la santé des animaux, la santé humaine sont des choses intrinsèques. Voilà, donc en faisant ce genre de ponts, ça vous permet de vous ouvrir plus de portes, notamment des portes assez substantielles. Le cas de l'hippopotame pygmée, qui est effectivement dans certains pays voisins, en particulier le Libéria, est-ce que ça peut bénéficier de l'établissement des couloirs écologiques? Oui, fort heureusement. Et je pense que c'est plus ou moins le cas. Ça faisait partie des espèces cibles quand on mettait en place le corridor écologique entre le parc national de Taï, en Côte d'Ivoire, et le complexe Grebo-Crâne-Sapo au Libéria. Ce corridor est aujourd'hui en train d'être mis en place avec une forte implication des communautés du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, une des espèces qui pourrait utiliser ce corridor, c'est bien l'hippopotame pygmée.
Et donc, voilà, il faut essayer de privilégier ces genres d'approches transfrontalières pour permettre à nos animaux de bénéficier des cadres suffisants pour leur épanouissement. Merci, Ok. professeur. Je vais donner la parole à Monsieur Ruben. Oui, merci beaucoup. Merci, docteur, pour la présentation. En tout cas, une belle présentation avec beaucoup de questionnements aussi. Je vais plus m'attarder sur la question liée aux communautés parce que c'est une question très, très intéressante sur la participation des communautés dans la conservation. Aujourd'hui, je prends l'exemple de nous au Congo, on a une procédure sur le consentement libre des communautés, mais ce que nous constatons, c'est que les communautés donnent le consentement à tous les projets, quelle que soit la nature du projet, parfois qui ne cadre pas avec la réalité du terrain, parce qu'aujourd'hui, c'est les communautés qui doivent vraiment identifier quelles sont vraiment les difficultés qu'ils parcourent pour que la conservation soit un facteur de développement pour eux. Mais aujourd'hui, nous constatons que les communautés donnent le consentement à tout projet parce qu'il y a un financement derrière tout projet. Et une autre question serait sur le financement. Vous avez bien souligné que nos ressources naturelles peuvent emmener des financements, mais ce que nous constatons, c'est que les financements viennent, excusez-moi du terme, que je ne suis pas vraiment raciste, mais viennent souvent de l'Europe ou bien des États-Unis. Nous avons vu, après que Trump a résilié vraiment la plupart des contrats pour la conservation, tous les projets ne fonctionnent plus. Est-ce que vraiment il y a une politique de pérennisation communautaire pour ces projets? Parfois, ce sont des bons projets qui peuvent donner des résultats positifs, mais il n'y a pas vraiment de politique de pérennisation de ces stratégies-là. On aimerait vraiment que les communautés puissent avoir, c'est-à-dire comme vous avez mentionné, que les communautés soient incluses dans la conservation, mettre en valeur la connaissance ancestrale de ces communautés, mais ce n'est pas vraiment vrai parce que dès qu'il y a coupure de financement, qu'est-ce qu'on fait? Les communautés ne réagissent plus. Donc, c'était ça un peu ma préoccupation, docteur. Oui, oui, merci beaucoup. Euh, et donc, comment susciter l'engagement communautaire et le maintenir durablement? Euh, Déjà, il faut impliquer la communauté à toutes les phases, à tous les cycles de votre projet, notamment au niveau même de la phase de conception du projet. Au niveau de l'analyse situationnelle, il faut inviter sur votre table, si vous êtes écologiste ou écologue, il faut inviter des sociologues, il faut inviter des anthropologues, il faut inviter des économistes pour bien comprendre les réalités de la communauté, comprendre les mécanismes de prise de décision, bien comprendre les valeurs, bien comprendre le savoir-faire déjà de la communauté et leurs aspirations. Et c'est sur leurs aspirations, sur la base de l'analyse situationnelle que vous aurez fait ensemble, que vous allez co-construire des solutions. Et donc, le projet que vous allez mettre en œuvre va être un projet co-construit et mis en œuvre de façon collégiale. Et dans la mise en œuvre, il ne faut pas que ces communautés soient confinées à des rôles secondaires. Elles doivent pouvoir savoir ce qu'elles font exactement et les tenants et aboutissants de ce qu'elles font. Vous n'avez pas de consentement éclairé. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut aller déjà en amont pour dire on fait l'analyse ensemble, on voit les problèmes ensemble, on voit les opportunités ensemble et on construit les solutions ensemble en tenant compte de nos aspirations et de ce qui est réaliste en termes de faisabilité. Quand tout cela est consensuel, que les gens se sentent responsabilisés, se sentent respectés dans la mise en œuvre, ils jouent leur partition. Et en le faisant, ils vont aussi apprendre ce qu'on appelle le learning by doing. Ils vont apprendre sur le tas et ils vont prendre goût à la chose. Et vous avez ainsi une masse critique de gens qui ont non seulement la connaissance, mais qui ont su le savoir-faire. Et ça va être très important pour construire les choses sur la durabilité. Ce savoir-faire que vous endogénéisez, ce savoir-faire local
dont vous faites la promotion pour créer une masse critique des gens capables de prendre le relais lorsque vous allez vous retirer parce que les projets ont toujours une fin, un début et une fin. Mais effectivement, la question de la pérennisation se pose. Elle va se poser donc, à mon avis, d'abord au niveau du savoir-faire des gens. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font et ils savent le faire? Et de deux, maintenant, au niveau de la pérennisation du financement, comme vous avez bien dit. Les schémas de pérennisation du financement, c'est impliquer ou explorer des options de valorisation économique, par exemple à travers l'écotourisme, quand vous avez un potentiel pour le faire. Dans des pays de l'Afrique de l'Est, ça marche super bien. Les conserves ainsi, ou en Afrique du Sud même, ça marche super bien. Les communautés s'en sortent bien. Si vous avez le potentiel, vous exploitez. Si vous n'avez pas ce potentiel, que vous avez un potentiel de séquestration énorme de carbone, allez vers les marchés carbone, les crédits carbone. Allez vers les crédits biodiversité. Si vous prenez des espèces uniques au monde, allez vers ça. Ces crédits biodiversité ou ces crédits carbone peuvent vous permettre d'avoir des financements, on va dire, relativement pérennes. Et si en plus vous ajoutez dans ce que j'appelais les capacités, si vous ajoutez le renforcement des capacités en mobilisation des ressources, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours des gens qui viennent d'Abidjan ou d'ailleurs ou même du Nord pour écrire des projets. Si vous arrivez à un stade où des locaux, des autochtones arrivent à écrire des projets par eux-mêmes, mobiliser des financements par eux-mêmes, s'ils peuvent aller compétir à des prix comme le prix Équateur des communautés les plus performantes en matière de conservation des ressources, mais là, vous aurez atteint quelque chose de grandiose et quelque chose de durable. Après, il faut explorer tous les mécanismes de durabilité possibles, y compris l'engagement de l'État à travers la mise en place de fonds fiduciaires, à travers, on va dire, la politique de décentralisation au niveau des conseils régionaux, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément la même expérience dans d'autres pays, mais à travers cette politique de décentralisation où on fait un transfert effectif de compétences, d'autorité et de pouvoir financier aux régions, les régions peuvent investir durablement dans la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Bon, là, c'est juste quelques pistes à chaud. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, prof. Je vais donner la parole à Audrey Mokoké. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, Bonsoir. docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, prof. Et merci, félicitations pour la présentation. Moi, je suis au Congo-Brazzaville, plus précisément au nord. Je travaille pour le WWF Congo. Nous savons tous que l'objectif premier de la création des aires protégées, c'est la conservation de la biodiversité. Avant tout autre objectif, c'est d'abord la conservation de la biodiversité. Et l'objectif économique est aussi un objectif très, 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 très important parce que dans la plupart des cas, en Afrique surtout, nous avions un modèle de conservation qui euh, était considéré comme un héritage colonial, comme le professeur a su le dire. Mais il nous faut changer les paradigmes. Je crois que introduire le volet économique dans la conservation ou la gestion des aires protégées serait un objectif que nous devons travailler dessus pour l'atteindre. Parce que n'oublions pas que l'objectif premier, c'est la conservation de la biodiversité. Et il y a des communautés qui vivent tout autour de ces aires protégées. Et ce sont ces communautés qui ont toujours protégé ces espaces. Et ils ont leurs activités qu'ils menaient dans ces aires protégées. Maintenant, avec toutes les restrictions et autres, quels seraient leurs bénéfices, premièrement? Et sous les concepts One Health, par exemple, je crois que c'est un concept que on doit vraiment enseigner aux gens, approfondir la recherche et les connaissances pour que la santé de la biodiversité ou de l'environnement, la santé des animaux et la santé des êtres humains partent tous ensemble. Vraiment, félicitations, prof, pour cette présentation qui nous a encore donné plus de connaissances. Et j'aimerais terminer en disant que concernant les communautés locales, je pense qu'il est crucial de renforcer leurs capacités
le plus facile est dire dans le montage des projets, par exemple, parce que nous remarquons une très grande différence, par exemple, entre les communautés d'Afrique et les communautés de l'Amérique du Sud, par exemple. Et si vous prenez les communautés de l'Amérique du Sud, ils sont capables d'aller défendre leurs forêts, de défendre leurs terres dans les instances internationales. Mais c'est ce qui est encore un peu difficile pour nous en Afrique. On a très peu de communautés qui sont capables d'aller défendre leur terrain, leurs terres, leurs forêts dans les instances internationales. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, chers collègues. Je pense que c'était beaucoup plus de contributions. Euh, mais vous avez dit quelque chose d'important, que la vocation première des aires protégées, c'est conserver la biodiversité. Oui, c'est vrai. Mais il faut ajouter, conserver la biodiversité pour qui? Si on sait, on protège la biodiversité, pas pour la biodiversité elle-même, mais pour nous les humains, en ce moment, notre problème est résolu. En ce moment, c'est besoin, on va dire, de conjuguer conservation de la biodiversité et économie locale. Il y a, fort heureusement, bon, parce que l'Afrique est quand même grande. Donc, il y a des communautés africaines qui vont dans ces instances internationales. Donc, c'est le cas des Maasai qui vont défendre leur terre, effectivement, dans ces instances internationales. C'est le cas même des pygmées de plus en plus, des pygmées du Cameroun ou du Gabon, etc., qu'on retrouve dans ces instances internationales en train de défendre vraiment leur héritage ancestral. Et il faut effectivement vulgariser cela pour que dans toutes les régions d'Afrique, il y ait des communautés locales qui puissent jouer ce rôle-là. Donc, merci beaucoup pour toutes ces contributions. Beaucoup, c'est Issaka Bakayoko de la Côte d'Ivoire, précisément de San Pedro. Avant, je voulais d'abord féliciter le professeur pour nous avoir édifié sur ces notions-là. Avant de continuer, je voudrais aussi le saluer pour son humilité. Il a été mon professeur à l'Université de Cocody. Moi, je suis actuellement administrateur à l'Université de San Pedro. Et c'est un homme que j'apprécie depuis très longtemps pour son humilité et son approche. Un grand homme qui est facile d'approche. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment impliquer les riverains dans la protection d'une espèce alors qu'on ne bénéficie pas de financement préalable. Alors, cette question est axée sur un travail que je mène. Je travaille sur les tortues marines, qui sont une espèce menacée, et on a des difficultés à faire accepter le projet par les populations riveraines, surtout qu'il n'y a pas de financement derrière. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quels sont les éléments indispensables qu'il faut pour ériger une zone en aire protégée? Je vous remercie. Ok, merci, M. Bakayoko. Merci aussi pour les mots gentils. Plaisir de vous retrouver ici. Merci, Et professeur. bientôt, c'était... Voilà. Euh, Comment impliquer les riverains quand on n'a pas de financement? Très bonne question. Euh, Est-ce que vous êtes convaincu de l'importance de ce que vous faites? Est-ce que les villageois, les riverains sont convaincus de l'importance de ce que vous faites ou ce qu'ils doivent faire avec vous? Si vous réussissez à partager avec eux votre pourquoi, et si vous réussissez à faire de votre pourquoi leur pourquoi, les communautés vont s'engager même sans moyens. La conservation des tortues marines, ça ne demande pas grand moyen financier, ça demande juste de la discipline et ça demande, on va dire, de l'organisation. Et cette organisation, elle est relativement facile à mettre en place à partir du moment où les gens sont sensibilisés sur les enjeux de l'action. L'essentiel des enjeux de l'action, c'est de leur expliquer c'est quoi les tortues marines, c'est quoi l'important. Parfois même, vous allez découvrir qu'elles savent. Elles savent beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas soupçonner sur les enjeux de la conservation des tortues marines, l'importance de ces tortues marines pour l'équilibre des écosystèmes marins et même l'équilibre des écosystèmes terrestres, etc. Quand elles savent ça, et qu'elles savent que si les tortues marines disparaissent, il y a des risques, y compris des risques économiques ou des risques sanitaires pour elles-mêmes, elles vont avoir un engagement, je veux dire, total. Elles vont avoir un engagement en tout cas appréciable et c'est comme ça que vous allez les engager dans la chose. Après, il faut que chaque action soit suivie immédiatement de succès et que chaque succès soit célébré. Si vous avez des succès, faites connaître vos succès. Filmez-vous, mettez-vous sur la toile
Et quand les villageois se voient eux-mêmes sur Internet, on parle d'eux, etc., ça va être un premier sentiment de fierté qui va permettre de décupler leur engagement pour la cause commune. Et par la suite, plus vous êtes connu, plus on vous regarde, plus les gens seront intéressés à vous accompagner et l'argent va venir de cette façon. Donc, c'est un domaine où l'argent arrive tôt ou tard, quand on est persévérant, quand on est méthodique et quand on est communiqué. Et donc, voilà, il faut mettre l'accent sur ces ingrédients et il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités. Après, quelles sont les conditions pour créer une aire marine? Oui, il faut mettre en exergue les enjeux déjà. Vous créez l'aire marine, pourquoi? Parce que vous estimez que, bon, est-ce que vous avez dit aire marine? Aire protégée tout court, je pense. OK, une aire protégée tout court, de façon générale. Donc, la condition, c'est déjà la valeur de l'écosystème que vous voulez protéger. Donc, ensuite, une autre condition, c'est son intégrité. Déjà, au stade zéro, quelle est son intégrité? Parce que vous n'allez pas dire cet écosystème est déjà perturbé. Je veux qu'il devienne un parc national. On se dira, ah oui, c'est parce que peine perdue. Mais si moins de 50% de la superficie est perturbée, moins de 50% de la superficie enfin, c'est un écosystème qui est riche de telle ou telle espèce animale ou végétale. Bon, ça, c'est les ingrédients. Puis ensuite, maintenant, il faut voir les relations avec la communauté. Qu'est-ce que ça apporte aux communautés? Comment ça peut impacter la communauté qu'on décide de protéger cet écosystème-là? Donc, il y en a qui vont avoir, on va dire, des pertes. En termes de gains financiers, etc. Pour d'autres, ça sera bénéfique. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça apporte aux communautés, comment les communautés sont engagées. Est-ce que vous n'expropriez personne de cette terre? Si vous expropriez des gens, il va falloir les dédommager. Donc, tout ça, c'est des critères à prendre en compte, des étapes à respecter. Bon, je vois qu'il y a beaucoup d'autorités forestières qui sont connectées, qui sont mieux placées que moi pour répondre à cette question, mais voilà, c'est en gros ces éléments qu'on prend en compte. OK. Euh, Comme le disait Prof Koné, apparemment, il y a beaucoup d'autorités forestières au milieu de nous. N'hésitez pas, si vous voulez apporter un peu plus par rapport à la réponse, n'hésitez pas à ouvrir votre micro maintenant. Vous n'avez pas besoin de lever la main, ouvrez juste le micro et puis participer, apporter votre contribution. OK. Bonjour, je suis Bonjour. Tata Soumana. J'aimerais, de la Côte d'Ivoire, Abidjan, j'aimerais féliciter le professeur pour la qualité de son exposé. Je suis très content d'être là et je suis aussi un de ses supporters les plus fervents pour le travail qu'il fait. La question que j'aimerais savoir, c'est comment arriver donc à changer le paradigme au niveau du discours. Parce que c'est un discours qui est de plus en plus entendu, de dire que oui, bon, les Européens ont profité de la nature, ils se sont développés. À notre tour, quand on veut se développer, ils disent de ne pas la détruire. J'ai quelques difficultés à faire passer le message. Donc la question, c'est quelle stratégie mettre en place pour que ce discours-là change progressivement? Merci. OK, merci, Monsieur Azuma. Euh, En général, pour amener les gens à changer de discours, on va entrer dans un jeu de rhétorique avec elle, en prenant des exemples qu'elles comprennent très facilement. Donc, vous avez votre maison, vous avez votre plantation. À qui il appartient d'entretenir votre maison pour que vous vous sentiez à l'aise là-dedans? Est-ce que vous allez dire à quelqu'un, construire, ne m'aide pas à y mettre les meubles qui me conviennent, je vais détruire cette ou je vais la quitter? Parce que vous savez que l'entretien, l'équipement de votre maison, c'est votre responsabilité première. C'est la condition pour que vous vous sentiez bien là-dedans. Allez investir ce qu'il faut pour que votre maison soit bien. Vous avez votre enfant, vous avez mis votre enfant au monde. On dit mais pour qu'il puisse avoir des leviers pour son propre développement. Et vous dites, mais l'école coûte cher. Si vous ne me donnez pas d'argent pour l'enfant à l'école, il reste à la maison avec moi. Vous n'allez jamais le dire parce que vous connaissez l'importance de l'école. Vous connaissez l'importance de l'éducation pour votre enfant. Maintenant, vous avez votre forêt en tant que citoyen ou en tant qu'État. Et puis vous dites,
ma donc, l'entretien, le maintien est ma responsabilité. Je vais me déroger de ma responsabilité si les pays du Nord ne me donnent pas d'argent. C'est quoi le problème? Vous n'avez pas compris l'importance de cette forêt pour vous-même. Vous n'avez pas compris les enjeux de la conservation de cette forêt pour vous-même. Vous n'avez pas compris que cette forêt, c'est votre richesse, c'est le socle de votre développement durable. La durabilité, tout ce que vous pouvez mettre en place, c'est le socle de la population saine, le socle de l'évitement des catastrophes écologiques. Vous n'avez pas compris ça et vous voulez faire du chantage. Sinon, si vous avez compris ça, vous allez chercher à apprécier les bénéfices que la forêt vous apporte. Vous allez chercher à amener à la conservation des acteurs non conventionnels. Et le truc qu'on a fait autour de la forêt du Banco, ça consistait à convaincre des acteurs non conventionnels, comme le ministère de la Santé, le ministère du Transport, le ministère de l'Éducation nationale, investir dans la conservation de la forêt du Banco. Parce qu'en le faisant, c'est beaucoup plus efficace qu'en investissant dans des programmes d'urgence pour de la perte éventuelle de cette forêt. Quand on a compris ce que la forêt vous apporte, comme vous avez compris votre responsabilité, vous ne vous dérogez pas, vous ne vous mettez pas en position de vigilance que ce soit. Vous avez besoin d'aide, ça, on n'en disconvient pas. Personne ne peut faire quelque chose de grand tout seul. Il faut développer des réseaux, il faut développer des partenariats, il faut chercher les expertises où elles se trouvent, il faut chercher les technologies, il faut chercher les finances où ils se trouvent. Mais de là, en faire un chantage, une condition, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Et ça, il faut dire ce langage-là de façon crue à nos dirigeants qui changent d'attitude, qui changent de paradigme, et ça devrait venir. Merci, merci. Je vais revenir à Monsieur Isiaka, je crois bien. Comme disait prof, pour que ces communautés-là se sentent vraiment impliquées, il faut faire de votre pourquoi leur pourquoi. Et nous, on est disponible à Chef Screen Africa. Si vous voulez qu'on vous accompagne de quelque manière que ce soit, vous pouvez nous contacter et on le fera. Si on peut vous aider à voir ces communautés-là sur la toile, vraiment, c'est vous l'expert, vous savez comment est-ce que on peut vous aider. Bonsoir tout le monde. Je suis Ahmad Diallo, je suis doctorant à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Et je suis très fier de participer à cette conférence internationale sur la gestion des aires protégées. Et je remercie aussi les professeurs qui ont vraiment intervenu par rapport à ces questions qui nous intéressent tous. Et je suis très ravi par rapport à ça. Bon, moi, je voudrais juste donner une suggestion par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans les aires protégées, dans les parcs. Mais tout ce que moi, j'ai compris, les problèmes qui viennent, c'est que les communautés locales sont souvent isolées. En parlant, nous, les scientifiques, les institutions internationales, le gouvernement, le ministère, en parlant entre nous, on dit que bon, les communautés locales sont impliquées, mais en réalité, les communautés locales ne sont pas impliquées. C'est ce qui fait que toujours il y a des frustrations. Maintenant, moi, la suggestion que je vais donner, c'est de changer, par exemple, c'est nous en Guinée, ce qui se passe, le système que le ministère utilise, ce n'est pas pour les critiquer, mais le système que nous utilisons ici pour reboiser, vraiment, c'est un système que les communautés locales n'apprécient pas du tout. Parce que quand nous venons ici, les ONG ou bien l'État viennent pour le reboisement, les communautés locales, déjà, ils ont peur. Ils ont peur de nous. Ils disent que bon, quand l'État ou bien les ONG vont venir reboiser nos terres, finalement, ils vont les considérer comme des forêts classées ou bien comme des aires protégées. Maintenant, on n'aura plus accès à ces forêts-là. Donc, c'est ce qui fait que c'est nous en Guinée, il y a toujours des problèmes. Tout ce que l'État fait, tout ce que les ONG font, vraiment, après leur départ, c'est négatif. Ça n'aborde pas. Maintenant, ce que moi, je propose en tant que petit environnementaliste, c'est que c'est de tout faire pour les communautés et par les communautés. Tout ce que nous devons faire, ça doit être pour eux et par eux. C'est ma proposition et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous remercie. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Et je suis parfaitement d'accord avec vous parce que c'est bien connu. Si tu as quelque chose prétendument pour moi, sans moi, tu peux considérer que tu es contre moi. Ça, c'est clair.
Et donc, on ne peut pas conserver la nature prétendument pour la communauté sans les communautés. Ça doit se faire pour la communauté et avec la communauté. C'est absolument indispensable. Et vous n'avez pas tort, vous dites que oui, il y a encore beaucoup de cas où les communautés ne sont pas véritablement impliquées. On met juste des mots pour dire, on utilise des formules de gestion participative, mais c'est quoi la gestion participative? Est-ce que on coche toutes les cases pour qu'on puisse qualifier un projet de gestion participative? Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça que j'ai préconisé un changement de paradigme où j'ai plaidé pour la responsabilisation, voire l'autonomisation des communautés rurales. Et quand on parle de responsabilisation, là, ça devient une participation effective où on va jusqu'à l'étape d'appropriation des choses. Donc, les gens se sentent concernés par ce qu'ils font parce que c'est leur chose et ils ont envie de bien la faire. Ça, c'est extrêmement important d'arriver à ce stade-là. Donc, il y a des étapes franchies pour y arriver. Je pense qu'on en a déjà plus. Et puis, ce qui se passe généralement, effectivement, dans les opérations de reboisement, oui, quelqu'un a la bonne idée qu'il faut introduire des arbres ici, sans impliquer véritablement la communauté, sans tester ou sonder les appréhensions que la communauté pourrait avoir par rapport à cette initiative et tout. Mais elles ont des appréhensions légitimes. Surtout si la loi n'est pas claire concernant la propriété de l'arbre. Parce que même en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, les gens étaient réticents à maintenir simplement, même planter, des arbres dans leur champ. Parce que si vous mettez des arbres dans votre champ, qu'un forestier répète cette arbre au milieu de votre cacahuète, il peut aller, il a le droit de couper cet arbre et pour on va dire, atteindre l'arbre, il va abattre des cacahuètes, etc. Donc, c'est des pertes pour les paysans et les mécanismes de compensation étaient hyper faibles. Et ça, on a bien compris cela en Côte d'Ivoire et ça nous a amené à changer la loi. Aujourd'hui, la loi forestière va reconnaître la propriété de l'arbre aux paysans. Donc, personne ne va obtenir un permis pour venir abattre au milieu de votre champ. Seul vous-même, en tant que propriétaire du champ et donc propriétaire de l'arbre, pouvez le faire. La chose, des petits mécanismes sur lesquels il faut travailler pour mettre la population en confiance et puis activer tous les autres leviers, y compris la sensibilisation, le renforcement des capacités, la valorisation des savoir-faire autochtones pour que les gens se sentent à l'aise et s'engagent avec vous dans votre option de gestion participative. Merci. Merci, prof. Je vais donner la parole à Monsieur Djiba. Je profite de l'occasion à remercier le prof parce qu'il a fait une très belle présentation et il a même touché des problèmes qui concernent presque tous les problèmes africains. Donc, sur ce, moi, j'ai une question en même temps, une remarque. Parce que si je prends par exemple, pendant sa présentation, on a fait mention sur aussi le droit de la population autochtone. Mais souvent, on remarque que dans les parcs, et certains parcs dont la superficie est très grande, comme je prends par exemple le cas du parc du Haut-Niger en Guinée, par exemple, qui a une superficie de près de 100 000 hectares, 110 000 hectares bien sûr, où il y a beaucoup de villages qui se trouvent dans le parc. Alors, ma question maintenant, c'est quelles sont les approches qu'on peut mettre en place pour aider ces villages-là, ces communautés-là vivant soit dans la zone périphérie ou dans la zone tampon du parc, à s'épanouir. Parce que souvent, il y a des actions de protection de ces parcs-là qui mettent beaucoup de conditions, qui mettent beaucoup d'interdits. Et finalement, la population qui est là, ils ont du mal à trouver les terres agricoles, ils ont du mal au fait, ils ont du mal à avoir l'accès à certains services de la biodiversité. Donc, maintenant, je voudrais savoir quelles sont les approches qu'on peut mettre en place pour aider à ces populations-là de s'épanouir, de profiter aussi des biens des services de la biodiversité. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question rapidement, c'est concernant la protection de certains parcs. Et il y a un phénomène qui nous fatigue souvent dans la gestion des parcs, c'est le problème des feux de brousse. Des fois, les feux de brousse peuvent venir très loin. Et surtout dans notre sous-région ici, par exemple, il y a aux côtés de l'ouest de la Guinée, c'est-à-dire vers la Côte d'Ivoire et le Libéria, par exemple.
euh, la biosphère de Monimba, des fois, il y a des feux de brousse qui viennent de ces pays voisins-là, qui rentrent dans la biosphère et ça crée beaucoup de dégâts. Donc, quelles sont les dispositions qu'on doit mettre en place pour vraiment gérer ces zones protégées-là contre les feux de brousse, des fois qui viennent d'autres pays de la sous-région? Je vous remercie. OK, merci, Monsieur Jiba. Donc, vous évoquez le fait que les superficies à protéger sont parfois grandes, parfois même abritent des communautés, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas des communautés à la périphérie. Et donc, comment faire pour aider ces communautés à prospérer? Comment faire pour qu'elles bénéficient des services écosystémiques? Ces communautés bénéficient déjà des services écosystémiques d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que si elles respirent l'air de ce parc national ou de cette aire protégée, elles bénéficient déjà des services de régulation qui sont fournis par ces parcs. Ces communautés pratiquent l'agriculture à la périphérie. Ces communautés pratiquent la pêche autorisée, réglementée. Elles bénéficient déjà des services écosystémiques parce que c'est grâce à ces parcs que les stocks de poissons se renouvellent, que donc la pêcherie peut prospérer. C'est grâce à ces parcs qu'il y a la pluviométrie et c'est grâce à la pluviométrie qu'ils peuvent continuer de faire leur champ. Donc, les gens bénéficient déjà plus ou moins. Ce que vous posez comme problématique, c'est la problématique de la cohabitation pacifique. Peut-être qu'il y a des conflits hommes-faune sauvage, par exemple, liés euh, à cette présence conjointe des communautés de la faune sauvage. En ce moment, il faut mettre en place les mécanismes d'évitement de ces conflits ou de gestion de ces conflits. S'agit pour ces communautés d'entreprendre des activités économiques. Si elles sont installées dans le cœur du parc, il faut pouvoir circonscrire ces activités économiques tout en s'assurant que ces activités économiques sont compatibles avec les exigences de la conservation. Donc, on est toujours dans la problématique de la cohabitation pacifique. On est dans cette problématique de gestion rationnelle, gestion intelligente des ressources naturelles pour votre propre bien-être. Et ça passe. Je peux vous assurer que vous n'avez pas tout à enseigner à ces communautés-là. Il y a des choses qu'elles savent. Il y a des choses qu'elles feraient très bien si on les laissait faire les choses selon leurs propres aspirations. Mais elles sont dans une confusion parce qu'on leur a appris que désormais, pour faire l'agriculture, c'est la monoculture. Pour l'agriculture, c'est l'utilisation de pesticides, c'est l'utilisation d'engrais chimiques, etc. On leur a dit ça. Et ça s'est changé pour revenir à nos paradigmes ancestraux où nos parents savaient très bien s'installer sur des terres, vivre de façon, on va dire, pacifique, en harmonie avec la nature. Nos parents savaient très bien le faire et savent toujours le faire. Parce qu'ils ont eu tendance à négliger ses propres cultures, ses propres aspirations, ses propres savoir-faire au profit des savoir-faire exogènes qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et donc, il faut revenir, il faut leur dire que ces pratiques ancestrales-là, qui consistent notamment à l'agroforesterie, c'est ce qu'il faut. Ces pratiques ancestrales qui consistent à utiliser des fertilisants purement bio, c'est ce qu'il faut. Et elles peuvent le faire en s'en sortant bien. Après, il ne s'agit pas forcément de produire des milliers de tonnes. Si vous êtes à l'intérieur d'un protégé, ça va compatir les exigences de la conservation. Et ça peut créer d'autres types de problèmes, etc. Mais si c'est des gens qui veulent juste être là en paix, profiter de ces services écosystémiques, se sentir bien, il y a suffisamment de quoi le faire. Mais si elle veut devenir absolument riche pour s'acheter des maisons, des voitures, etc., c'est là peut-être que le problème commence. Et pour ça, on prend des raccourcis qui sont d'adopter des paradis qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne maîtrise pas. Et on va polluer les sols, on va détruire la qualité des services économiques, on va détruire nos ressources naturelles. Ben voilà. Donc, en gros, il faut parler avec les gens, déterminer ce qu'elles savent, leurs aspirations et comment elles comptent, on va dire, continuer d'exister de façon harmonieuse avec la nature. De quoi elles ont besoin pour ça.
pas rare que vous entendiez. On a juste besoin qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse faire les choses telles qu'on le sent, et puis contrôler par derrière si ce qu'on fait là est, on va dire, préjudiciable à la nature ou pas. Et je vous assure, si elles adoptent les techniques ancestrales, ça ne sera pas préjudiciable à la nature. Mais je vois qu'il y avait une question de M. Diba à laquelle je n'ai pas répondu concernant la question des feux de brousse. Oui, Ok. comment faire en sorte de les éviter? Les techniques sont bien connues, hein. La technique de création de pare-feu, la technique de mise à feu précoce, etc. Il faut simplement enseigner ça aux gens, on va dire, il faut développer la synergie interpays parce que vous pouvez bien faire tout ça dans votre pays. Si dans le pays voisin, on ne le fait pas, le feu de brousse peut traverser facilement les frontières. Ben, donc, il faut développer cette synergie interpays pour que tout le monde adopte les bonnes pratiques. Voilà. Oui, oui, je profite en tant que Serge se présente. Je suis Gédéon de la RDC. Je suis expert en éducation environnementale. Et je travaille à l'ONG John Goddard Institute. Bon, merci pour les différentes présentations. Je voudrais savoir quel est le conseil que le professeur peut nous donner par rapport à l'éducation environnementale réussie. Parce que, au fait, c'est que tout, il a dit conscientiser la communauté, mais on constate qu'il n'y a pas un changement de comportement des communautés riveraines. Et parce que non, ils vivent dans la forêt, c'est leur supermarché. Et puis bon, tu vois, créer une aire protégée dans une forêt, c'est toujours un problème. Et puis on se retrouve dans une communauté, même si elle est formée, elle n'arrive pas à changer du comportement. Je voulais savoir, le professeur, quelle est la stratégie qu'on peut prendre pour pour une éducation environnementale et qui arrive à un changement de comportement des... OK, je comprends la question en termes de partage d'expérience parce que voilà, chacun a son approche, chacun a son expérience en matière d'éducation environnementale. Mais oui, clairement, quand vous faites l'éducation environnementale, il faut utiliser le B à bas de la communication. Il faut que le message que vous voulez passer soit clair pour vous-même et soit clair pour les cibles que vous aurez identifiées au préalable et que ces messages-là leur parlent. Si vous vous rendez compte que les gens ne comprennent que le langage économique ou comprennent mieux le langage économique que tout autre langage, donc mettez l'accent sur le langage économique, mais bien sûr, pas aussi du langage qui stimule un sentiment de fierté au sein des communautés. Si vous dites à des communautés, est-ce que vous savez que cette espèce de singe, il n'y a que dans votre forêt où le monde entier espère encore découvrir cette espèce, mais je vous assure, ça suscite un gros sentiment de fierté, en ce sens que se sentent des gardiens d'une richesse, d'une ressource qui est mondialement recherchée. Donc, il faut stimuler tous ces fibres-là. La fibre de la logique économique, la fibre, on va dire, du sentiment de fierté, la fibre du sentiment d'être respecté, d'être considéré. Quand vous valorisez les connaissances traditionnelles des gens, quand vous valorisez leurs propres pratiques, c'est considéré. Et puis, finalement, on va dire cette fibre de reconnaissance tout court pour ce qu'elles font. Utilisez maintenant tous les outils, tous les canaux que vous pouvez pour les toucher. Vous savez qu'en Afrique, voilà, on a une forte tradition d'oralité. Donc, utiliser un mécanisme où l'oralité va prédominer, les contes. Donc, des gens peuvent imaginer des contes qui font parler des acteurs locaux, qui font parler de la faune locale, etc., qui les mettent en scène. Imaginer des pièces de théâtre, imaginer des projections de films, etc. Si vous voulez aller maintenant vers des productions, on va dire, à base d'images, privilégier, par exemple, des bandes dessinées, des héros locaux que tout le monde connaît. Un ex-braconnier qui est devenu un éco-garde célèbre, vous le mettez comme héros d'une bande dessinée, mais il est connu déjà, il est charismatique, mais ça va encore décupler ses sentiments de reconnaissance pour ce que les gens font, que ce qu'ils font est reconnu, est valorisé, ils donnent encore plus. Voilà, donc il faut utiliser vraiment tous les outils pour passer les messages qui parlent à différentes catégories socio-économiques. Il faut des canaux qui parlent à ces outils. Et il faut diversifier les approches. Il faut diversifier les approches. Il
faut pas toujours venir avec soit toujours du théâtre, toujours des projections de films, etc. Euh, il faut diversifier en faisant du B2B de temps en temps. Il faut organiser des conférences, il faut organiser des festivals si vous en avez les moyens. Diversifier les approches, organiser des tournois de football. Ben voilà, autant de choses que nous, on a expérimentées, qu'on peut partager avec vous dans la logique de partage d'expérience, plutôt que conseil en tant que tel. Je pense qu'on a tous notre expérience. OK, merci beaucoup Laetitia. Merci à ShareScreen pour l'opportunité que vous nous accordez en Afrique de pouvoir partager la connaissance et cette prise de conscience. Merci surtout aux profs pour la brillante exposition, surtout une approche scientifique, endogène et humble. En tout cas, les bienfaits des écosystèmes en général et des écosystèmes protégés ne sont plus à démontrer parce que c'est déjà bien démontré, c'est indéniable, c'est non discutable. Mais cependant, il y a un problème majeur, comme le prof l'a relevé aussi, c'est l'appropriation de ce sujet. J'ai la grâce d'être dans un pays, le prof l'a catégorisé dans le méga écosystème, mais malheureusement avec une inconscience environnementale méga et giga aussi. Ce qui fait que cette question reste tout entière. Mais c'est pas en soi une question, mais c'est une contribution sans peur d'être plus éclairé et plus affermi par le prof au regard de son expérience et de son savoir. Je pense que le premier problème que nous avons, la difficulté que tous les environnementalistes rencontrent est due à la posture. Comme on l'a bien soulevé, on nous a appris actuellement le paradigme en soi. On nous a dit que nous devons dominer sur la nature. Alors, partant déjà avec la vision de la domination, nous pensons que nous pouvons faire ce que bon nous semble. Et cela pose un grand problème. Je pense que dans les approches, il faudra qu'on parte à changer ce paradigme, que nous comprenions que nous sommes là pour collaborer avec la nature plutôt que pour la dominer et lui infliger ce que nous voulons. Je vais rapidement à l'aspect que je pense être un peu plus ma contribution. Dans les causes, les grandes causes de déforestation, le prof l'a démontré, il y a une grande partie due à l'agriculture. Alors, tout ce problème d'agriculture est dû au fait qu'on va vers les terres plus fertiles qui sont effectivement dans les écosystèmes, dans les aires protégées parce que c'est des terres plus forestières, les écosystèmes sont bien sécurisés et en équilibre. Je pense que si nous voulons aussi trouver du succès en dehors du changement du paradigme ou sur l'appropriation de la question environnementale, on doit aller avec l'approche des méthodes agricoles. Quand nous pouvons faire de l'agriculture régénératrice, une agriculture de conservation, une agriculture qui fait que sur l'espace agricole que j'ai, les rendements sont gradatifs, l'écosystème est en équilibre, cela fera que je ne peux pas envier les terres qui sont sous les aires protégées parce que j'ai en réalité des champs, des fermes qui donnent le même résultat que les aires protégées. L'écosystème est en équilibre, la nature est bien régénérée et les rendements me permettent de satisfaire mes besoins. Et avec cette prise de conscience, je ne veux pas rogner sur les aires protégées, je veux plutôt militer pour que les aires protégées continuent à l'être, étant donné que cela accroît les bienfaits personnels et communautaires. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution à cette riche présentation du prof et à ces échanges bien nourris. Merci beaucoup. Merci pour ces contributions qui, on va dire, à plus ce que j'ai pu dire. Merci beaucoup. Merci, docteur Laetitia, de nous avoir accordé la parole. J'avais une petite question que j'aimerais bien poser au prof. Et cette question, je ne devrais même pas poser une question, ça m'est arrivé par des questions posées par M. Siaka. Monsieur le professeur, je vous félicite pour la présentation qui m'a beaucoup touché.
Je suis congolais de la RDC, j'ai mon diplôme de la licence en aménagement des écosystèmes et puis j'ai un diplôme de maîtrise en conservation de la biodiversité. J'ai beaucoup fait mes travaux dans les parcs nationaux et je comprends très bien, il a posé une question pour ériger une aire protégée. Quelles sont les conditions? Vous avez répondu, il faut connaître la valeur de ce que nous voulons conserver. Alors, je m'imagine dans toutes les aires protégées, d'abord, il y a le plan d'aménagement qui est très crucial. Et c'est dans le plan d'aménagement qu'on décrit des zones d'intervention. Il y a une zone qui est totalement protégée, il y a des zones tampons, il y a des zones de récréation qui est prévue pour des loisirs. Peut-être ça peut être des terrains de jeux, ça peut être des terrains de football pour donner un peu l'aspect, l'harmonie de la communauté locale. Et dans des zones tampons, là, les activités sont réalisées d'une manière modérée. Alors, qu'est-ce qui fait que si on fait déjà un plan d'aménagement, mais les aires protégées n'ont pas été toujours bien gérées? On voit qu'il y a toujours la communauté locale qui s'attaque aux aires protégées. Je ne sais pas quel conseil pouvez-vous vraiment donner sur ces points. Et peut-être une question qui pourrait arriver encore que j'avais écrit même dans les chats. Vous avez parlé qu'il y a plus ou moins 90% des lions qui sont menacés du braconnage. Et cette allocution m'a un peu interpellé. Comment les lions, qui sont des espèces qui sont tellement dangereuses, les gens ont peur des lions, mais on peut avoir plus ou moins 90% des lions qui sont menacés du braconnage en Afrique. Voilà un peu ce que j'aimerais peu savoir, monsieur le professeur. Oui, merci, Monsieur Ko. Et donc, pourquoi les aires protégées sont toujours agressées? Comment faire pour éviter ces agressions? Et donc, les formes d'agression en général, c'est le braconnage, c'est le défrichement agricole. Et donc, pourquoi les gens s'adonnent au braconnage? Pourquoi ils s'adonnent au défrichement agricole? Parce qu'ils estiment qu'ils sont pauvres, ils ont besoin d'accéder à la protéine animale. La protéine animale au milieu rural est très peu accessible. Donc, la source la plus disponible, c'est le gibier. Donc, ils vont s'adonner au braconnage pour cette raison. Et ils vont s'adonner à l'agriculture parce que, ouais, ils estiment que c'est le seul moyen pour nourrir leur famille, le seul moyen pour se faire de l'argent. Euh, Ils vont se donner à ces deux choses-là parce qu'ils ne comprennent pas que agresser une aire protégée, c'est agresser un patrimoine qui n'est pas à un individu, mais à un pays, voire au monde entier. Donc, problème de connaissance, problème de pauvreté, problème de manque d'alternatives. Quelles sont les solutions? Il faut aller vers la sensibilisation, il faut aller vers, on va dire, la promotion d'activités alternatives, et il faut aller vers le renforcement des capacités pour des pratiques agricoles durables qui n'ont pas besoin, on va dire, d'agriculture itinérante où on a besoin de plus en plus de surface, si bien que les terres rurales ne suffisent plus et on s'éloigne de plus en plus du côté des aires protégées. Donc, il faut une panoplie de mécanismes à mettre en place. Et je pense que c'est l'approche que la plupart des aires protégées utilisent. Que elles le font suffisamment bien. Si elles le font bien, normalement, on devrait obtenir des résultats. Là où c'est bien fait. Après, il ne suffit pas d'aider les gens, de les sensibiliser, puis compter sur leur bonne foi. Il faut aussi faire de la répression. Après tout ça, il faut faire de la surveillance effective, il faut faire de la répression. Et dans la surveillance, il faut utiliser toutes les technologies que vous pouvez, notamment l'utilisation de drones si nécessaire, etc. L'utilisation de technologies éventuellement pour être efficace. Voilà. En gros, c'est ce que je peux dire. C'est une problématique qui est bien connue de tous les gestionnaires d'aires protégées, les différentes formes d'agriculture, leurs solutions. Et ce que nous, on plaide, ce qu'on plaide, c'est que voilà, on mette beaucoup plus l'accent sur la co-construction des solutions, qu'on implique la communauté elle-même dans la recherche des solutions. Et quand c'est comme ça, l'appropriation retrouve beaucoup plus facilité. Oui, je Merci. vois colonel Roger a fait une contribution, que l'aménagement du territoire, le respect des lois, c'est important. Oui, c'est pour ça que je parle de répression. Aménagement du territoire en ce sens que euh, tout le monde aujourd'hui veut faire, par exemple, la cacao culture, ou tout le monde veut cultiver l'EVA, etc.
Alors que si on met en place une véritable politique d'aménagement du territoire, euh, chaque pays peut s'organiser pour dédier des zones à la production de cultures vivrières ou de telle ou telle culture et des zones où telle ou telle culture sont interdites, des zones où on peut construire des habitations, des zones qui doivent être dédiées à la stricte protection. Voilà, je vois que le colonel apprécie que j'ai rebondi sur cette contribution, mais c'est l'aménagement du territoire comme une solution. Et tout ça est encadré par les lois. Il faut juste qu'on mette en place ce qu'il faut pour le respect de ces lois. Merci. Je disais que tout a été fait, on sensibilise, on a dit que je ne suis pas satisfait par rapport à la réponse du professeur par rapport à ce que je disais, le changement du comportement des communautés locales face à la protection. Et surtout nous qui sommes en RDC où la conservation de la biodiversité, nous avons l'arsenal des lois, des codes forestiers, il y a tout ce qui est là comme mesure de prévention et pour la conservation, mais on se trouve dans un contexte, même si on sensibilise, il y a ce qui est comme une résistance. Il n'y a pas que la sensibilisation. On a évoqué plusieurs leviers. J'ai dit qu'en plus de la sensibilisation, il faut donner aux gens des alternatives selon leurs aspirations, pourvu que ces aspirations soient compatibles avec les exigences de la conservation. Et j'ai dit aussi qu'il faut faire la répression en dernier ressort. Alors, c'est tout Oui. ça qui va contribuer au changement de comportement. Peut-être ma dernière question, c'était ça par rapport à l'accès au paiement des services environnementaux ou crédit carbone, bon, ce qui est normalement dit. Et c'est la procédure, pourquoi cette procédure, elle est longue pour accéder au fonds, pour avoir les financements? Parce que nous, en tant que communauté locale, nous avons besoin du présent. Parce que quand on va faire des évaluations, des études pour accéder au fonds vert, on se retrouve à une procédure élastique qui peut même décourager les communautés qui ont besoin de gagner, de voir l'intérêt aujourd'hui. Par exemple, ceux qui ont fait les reboisements, ils commencent à dire non, bon voilà, il faut 10 ans pour qu'on soit payé, bon moi on va couper. On va faire la braise et puis on va au marché. À des jours, on aura $10 des sacs de braise ou $20 ou couper un arbre qui va te coûter de l'argent. Je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas arriver à alléger la procédure dans une forêt intacte après des petites études et puis que les communautés puissent accéder à ces fonds liés à la protection de la biodiversité, communément appelé crédit carbone. Oui, c'est légitime de souhaiter que les choses aillent vite pour être efficaces. Mais je pense que la procédure est longue quelque part à raison, parce que il y a toute une série de choses qu'il faut cocher, notamment, on va dire, l'organisation étatique. Est-ce que ça va être un marché centralisé ou ça va être un marché libre? Alors, sachant que le marché libre est plus difficile à maîtriser que lorsque les choses sont centralisées. Beaucoup d'États vont vers la centralisation à travers les critères permanents RED+, qui vont essayer de piloter tout ce qui est études de faisabilité, qui vont essayer de mettre en place tout ce qu'il faut comme condition pour, on va dire, accréditer effectivement les paiements. Euh, Parce que les paiements se fait sur la base, on parle des paiements de services environnementaux. Ce qu'on appelle services environnementaux, ce n'est pas les services écosystémiques, ce n'est pas les services que la nature rend, mais c'est les services que la communauté rend en préservant, on va dire, un patrimoine qu'ils auraient pu détruire s'ils le souhaitaient. Vous avez votre forêt, vous pouvez la convertir en champ. Si vous décidez de la maintenir en tant que forêt, vous faites un effort considérable. C'est ce qu'on appelle service environnemental. Et vous méritez paiement pour ces services-là. Maintenant, il faut pouvoir démontrer qu'on a bien cartographié, vous êtes ayant droit, donc on va vérifier vos droits sur la terre dont vous parlez, vous faites vos efforts de conservation alors que vous aurez détruit. Et il faut pouvoir remonter tout ça dans un mécanisme étatique. Et donc, le pays lui-même doit avoir son système d'information sur les sauvegardes environnementales et sociales. Ça, c'est une condition sine qua non
pour que les déclassements puissent se faire au profit du pays et que ces financements puissent atteindre finalement les bénéficiaires finaux. Et c'est pas quelque chose qui se met comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite des études, ça nécessite de mettre en place toute une gouvernance, des serveurs, des ordinateurs de grande capacité et un système d'information, comme son nom l'indique, qui va porter sur les sauvegardes environnementales et sociales, qui va essayer de capitaliser tout ce qui est fait comme effort pour augmenter les stocks de carbone et maintenir cette sorte de carbone. Et va mettre en place un mécanisme de mesure, rapportage, vérification. On va vérifier qu'effectivement, vous avez planté ou maintenu tel nombre d'arbres et que ça permet de séquestrer tel nombre de carbone. Et quand on vient d'une année à l'autre, c'est encore là, le stock de carbone augmente et c'est ça qu'il faut pouvoir quantifier pour déterminer ce qu'on doit vous payer. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire très vite, ça prend du temps et ce qu'on récompense, c'est justement votre patience, c'est votre persévérance. Et donc, je vous encourage à cette persévérance. Merci beaucoup, Madame Laetitia, pour la parole. Nous félicitons, cher professeur, pour cette belle présentation captivante et d'ailleurs qui donne la soif de toujours suivre de telles présentations. Mais ma question est s'oriente plus du côté financement, puisque même s'il faut intégrer la communauté dans la gestion, quelque part, il faut les fonds. Et maintenant, là, je me demande quelles sont les sources fiables des financements d'une aire protégée? Et la première question. La deuxième, c'est que est-il possible d'associer toutes les sources pour que ne fût-ce que l'objectif soit atteint? Parce que quelque part, on se dit que si par exemple on prenait toutes les sources, à la fin, on a prévu sur une longue durée la gestion par rapport à ces sources-là qui sont peut-être permanentes, mais il peut arriver que au début, la communauté puisse s'approprier le projet, mais au milieu, arrivé à un certain moment, si par exemple elles ne se sont pas considérées, puisque les financements est une chose, mais ça, la gestion de l'aire protégée en est une autre. Il peut arriver que les gestionnaires puissent, vu que le financement est là, ils se disent, bon, moi, c'est moi qui gère et il écarte la population et elle se révolte pour protester contre cette aire protégée. Quelle est la source fiable et comment faire en cas où la population qui s'était approprié le projet arrivé à un certain moment, elle se révolte? Merci beaucoup. Quelles sont les sources de financement possibles? Bien sûr, ça dépend du aire protégée. Si c'est une aire protégée qui est gérée par une entité étatique, donc la première source de financement, ça va être l'État. Donc les agents des eaux et forêts qui vont assurer la protection, il va falloir payer leur salaire et tout, c'est l'État qui paye ces salaires-là. Euh, Après les activités qu'il faut, l'État peut maintenant chercher d'autres partenaires, donc la coopération technique en général, des partenaires au développement qui accompagnent bien le secteur privé aussi. Voilà, M. Azuma a parlé de l'initiative en Côte d'Ivoire où on essaie d'amener le secteur privé à contribuer à la protection des aires protégées ou au reboisement. Les fondations, et puis finalement, un autre mécanisme, c'est la mise en place de fonds fiduciaires dont les intérêts peuvent permettre une gestion, en tout cas sur le long terme. Euh, et puis, voilà, toutes les sources de financement ne vont pas provenir des efforts des structures étatiques. Des ONG peuvent mobiliser des fonds par elles-mêmes, même des universités peuvent mobiliser des fonds pour gérer tel ou tel aspect de la conservation, du renforcement des capacités ou des recherches scientifiques dont les résultats contribuent à la conservation et tout. Maintenant, si c'est une aire protégée communautaire, une réserve naturelle volontaire, par exemple, comme on dit en Côte d'Ivoire, oui, il appartient aux communautés de pouvoir s'organiser à travers leur partenariat aussi pour capter les opportunités de financement au niveau des fondations internationales, des eaux européens, euh, voilà, citer que ceux-là. Et puis maintenant, pour l'ensemble des acteurs, les grands fonds, c'est par exemple le fonds climat. Le fonds PN, c'est au niveau des paiements de crédits carbone, de crédits biodiversité,
Autant de choses dont on a beaucoup parlé aujourd'hui qu'il faut explorer pour la durabilité, justement, en combinaison avec les fonds fiduciaires. Et bien sûr, on doit absolument faire une combinaison des recherches de financement sous plusieurs angles, donc combiner la contribution de plusieurs sources pour parvenir aux résultats escomptés. Euh, Qu'est-ce qui peut amener la population à se révolter? Ben, ça peut être des frustrations, ça peut être des attentes non satisfaites, etc. Et ça, pour y remédier, il faut pouvoir capter toujours les attentes et co-construire les solutions. C'est ensemble que vous dites, voici ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, voici où on va chercher les moyens et voici qui doit faire quoi, pour chercher les moyens, etc. Et quand on est, euh, on va dire, co-responsable de cet engagement commun, ben, on ne rejette pas la faute forcément sur une partie. On est tous engagés au même titre dans cette aventure. Après, oui, il faut mettre l'accent aussi sur la sensibilisation. C'est pas parce qu'on a connu un problème aujourd'hui que c'est fini. Parce que il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Ce que vous aurez construit en 10 ans, il suffit de quelques mois et vous risquez de perdre tout. Si on aboutit à un stade où la communauté se révolte, où vous pouvez perdre tous vos acquis très rapidement. Et donc, il faut éviter d'arriver à ce stade-là par le dialogue continu pour multiplier les plateformes multi-acteurs de dialogue pour qu'on puisse anticiper ce genre d'événements et les gérer au mieux. Voilà. Merci, Laetitia. Merci d'utiliser vos emojis pour remercier prof. On a vraiment apprécié cette présentation. On a beaucoup appris. On espère que c'est pas la première et dernière fois qu'on aura encore l'occasion de vous avoir sur Soirée Conservation. Merci à l'audience pour toutes les questions qui ont permis d'approfondir sur le sujet. Et donc, je ne sais pas si prof a un mot de fin avant qu'on ne se sépare. Ben, je vous dis merci, merci pour l'opportunité. Merci à tous ceux qui ont été des contributions très appréciées, y compris les questions. Je les considère comme des contributions aussi. Ça nous permet de savoir les attentes des uns et des autres. Et puis, on préparera les prochaines présentations en tenant compte de ces genres de questions. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci, prof, et bonne soirée.